c'est un peu fatigant, mais je reviens sur cette arnaque parce que j'ai fait plusieurs vidéos et quand on en fait plusieurs, ça annule, ça s'internule un peu tout sur ce fake concernant le fait que Kurt Gödel aurait prouvé l'existence de Dieu, que ce serait un événement, etc., etc. Parce que en fait, j'avais déjà débunké ce truc il y a longtemps, mais ça revient régulièrement. Et sur CV, il a vendu des numéros, il a fait des titres putaclic là-dessus. Et il y a des gens et les chercheurs aussi qui ont programmé leur petite machine là. Alors chez les chercheurs, c'est normal parce qu'on a du mal à avoir des crédits et il y a une tension permanente. Donc eux, c'est pas vraiment eux. Ce qu'il faut savoir dans un article scientifique, c'est que vous avez le titre et le contenu, donc on vous embêtera pas sur le titre. Voilà. Dans la mesure où vous tricherez pas sur le contenu, on vous embêtera pas sur le titre. Par contre, ou assez peu. En général, enfin, bon, j'ai vu des articles, voir, allez, j'en ai publié qui étaient pas, voilà, le titre putaclic, c'est courant. Mais là, l'avantage en science, c'est que tout le monde le sait et que tout le monde s'en fout. On regarde le contenu. En général, quand même, il est exigé qu'il y ait quand même un rapport avec le contenu. Donc là, en l'occurrence, il y a rien. Voilà, il y a rien. Ce sont des jeux de logique absolument au courant, connus, et Godel s'amusait, et des gens qui ont récupéré les amusettes de Godel ont transformé ça en prosélytisme absolument pas terrifiant, parce que on peut dire qu'ils sont pas dangereux, mais maintenant récupérés par l'islam, qui fait une propagande tapageuse là-dessus, le christianisme qui s'y met, parce qu'on vit une période de turbulence et il y en a qui se disent on va profiter de l'islam pour redorer le blason d'une manière générale de l'autorité religieuse, interdiction du blasphème, tout ça. Et donc vous avez un mouvement général. Donc je rappelle un truc absolument fondamental et démontré et prouvable de manière irréfutable. En maths, tout théorème est un cas particulier d'évidence. C'est pas on pousse un peu et on démontre plus que des évidences. Ça marche pas du tout comme ça. On a des évidences qui parfois peuvent être longues à écrire. On passe au cas particulier, ce qui permet d'avoir un truc éventuellement plus court à dire aux gens. Par exemple, on va s'y maîtriser, on va poser des égalités, ce qui permettra d'écrire des noms qu'une fois. Et puis, à la fin, on a ce qu'on appelle les théorèmes de maths. Donc, pour le dire autrement, un théorème de maths, c'est forcément, indubitablement vide. Ça que vous démontrez juste que votre conclusion a été supposée. Et c'est irréfutable et c'est formel, c'est pas juste une vue de l'esprit. Pour être précis, je vais vous donner l'énoncé universel. Tout théorème de maths T a la propriété suivante. Il existe une phrase A, éventuellement assez longue, telle que T est une conclusion de A implique A. Alors ça veut dire quoi T est une conclusion de A implique A? Et devant T, en hypothèse avant T, il y a que vos axiomes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous partez de A implique A. Et puis si A est un axiome, vous l'enlevez, donc il vous reste A. Ensuite, A peut-être qu'il s'écrit de la forme U implique V. Alors vous regardez, U est peut-être un axiome. Sinon, vous touchez plus à rien. Si oui, vous l'enlevez, ça vous donne V. OK. En deux étapes, vous avez obtenu une phrase V. Vous regardez, V, c'est une implication. Enfin, si c'est pas une application, c'est fini. Si c'est une implication, vous regardez, c'est peut-être de la forme X implique Y. V, c'est-à-dire que V est égal à X implique Y sur le papier, formellement, signe par signe. Vous regardez si X est un axiome. Si oui, vous l'enlevez, il vous reste Y. Sinon, vous touchez plus à rien. Voilà. Et tant que vous pouvez continuer, vous continuez. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. En tout cas, vous êtes forcé dans plein de cas de vous arrêter. Et puis, quand vous vous arrêtez, vous obtenez un théorème de maths, le théorème de maths T. Voilà. Donc, par ailleurs, les axiomes, vous avez les axiomes logiques, puis vous avez les hypothèses de votre théorie, ça ce sont juste des hypothèses.
On les appelle des axiomes pour dire on recommencera à les postuler le lendemain, le surlendemain, et ça fait 10 ans qu'on les postule. Donc, pour pas gaspiller, donc, on les considère comme d'avance postulés, ça permet de raccourcir les textes, etc. Donc, les maths, c'est ça. C'est rien d'autre. C'est rien d'autre. C'est-à-dire que si vous avez, mais c'est que ce soit aujourd'hui, dans 10 ans, dans 1000 ans, il y a 5000 ans, il y a 500 ans, si quelqu'un vous dit j'ai prouvé mathématiquement l'existence de Dieu, bah, ça veut dire que il ment, tout simplement. Pourquoi? Pas parce que Dieu n'existe pas ou parce que Dieu existe, mais parce que si vous prouvez mathématiquement, logiquement quelque chose, la seule chose que vous prouvez, c'est que vous l'avez supposé dans vos axiomes. Ça, bah, ça vous en fait une belle, hein. C'est, par ailleurs, c'est formel. C'est-à-dire que c'est indépendant du sens des phrases. Donc, c'est mécanique, c'est sur le papier d'ailleurs. Ils se trahissent un peu parce que les prosélytes se trahissent en disant qu'on a eu recours à une machine. Ce qui est bien la preuve qu'une machine, ça comprend rien, ça applique des inférences. Donc, ce qui est bien la preuve qu'ils reconnaissent que la phrase Dieu existe qu'ils ont mis dedans, elle aurait pu être remplacée par n'importe quelle phrase. Il suffit de mettre les mêmes mécanismes et vous obtenez la même conclusion. Donc, si vous dites que Gonel a prouvé une phrase comme Dieu existe, a aussi prouvé que les cigognes volantes roses existent, etc. On voit bien que c'est pas sérieux. Et avec la même preuve. Avec la même preuve. Donc, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que, évidemment, j'ai déjà dit, j'ai fait plusieurs vidéos sur le raisonnement de Gonel en détail total. Ça, vous avez tout, il manque rien. C'est juste que j'en ai fait plusieurs. Après, il peut y avoir une parenthèse oubliée, une faute de frappe, hein. On répare, il suffit d'être patient. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce mec, ce énième, je sais pas si s'il est prosélyte, naïf, enfin, peu importe, pourquoi ce énième correspondant dit, ah ouais, regarde, c'est une revue à comité de lecture, etc. Je vous invite à grossir l'image et à aller voir ce qui est écrit dans l'article. Il y a une introduction, blablabla, tarte à la crème, et puis derrière, qu'est-ce qu'il fait? Un cours de logique pour étudiants en première année. Il explique ce qu'il a mis dans la machine, pourquoi il a mis. C'était un excellent prétexte de faire un cours de logique en traitant un autre sujet que les sujets routiniers. Donc il vous fait un cours de logique sur ce que c'est qu'un quantificateur, il fait un peu de lambda calcul et tout ça. Vraiment les bases de la logique. Et il dit voilà, on a mis ça dans la machine. Soit dit en passant, tout le monde met ça dans toutes les machines, dans le monde, dans les labos de logique, hein. Il n'y a pas, voilà, et puis ensuite, il a dit, on va vérifier, on va rentrer les axiomes de Gödel, et puis on va vérifier. Il y a, entre parenthèses, hein, entre nous, il n'y a rien à vérifier, puisque le raisonnement, il le met mieux dans l'article. Donc, il va vérifier ce que la machine pense de tout ça, fait, enfin bref, on va faire une tambouille. Pourquoi il fait ça? Mais parce que c'est intéressant. Ce qu'il fait, c'est qu'il fait tourner une machine logique. On sait, aujourd'hui, on peut pas faire des démonstrateurs, enfin, on sait les programmer, mais ils mettent trop de temps. Si vous voulez résoudre un problème de maths aujourd'hui avec une machine, sans l'avoir déjà résolu à l'avance, c'est juste aménager, hein. Et si vous voulez le résoudre vraiment, c'est à rechercher s'il existe une preuve. Un être humain ira beaucoup plus vite. Voilà. Pourquoi la machine va essayer toutes les possibilités et tout, et en logique du premier ordre, et même d'ailleurs, hein, c'est la fameuse conjecture P différent de NP, même la logique propositionnelle, ça prendra tout le temps, ça prendra des milliards d'années pour un tout petit théorème. Et donc, vous avez tout un milieu, un background de recherche, enfin, de gens qui touchent du pognon pour essayer d'améliorer les choses, c'est tout. Là, quelle chance il avait? Il a la chance que Gödel, il a fait un raisonnement propositionnel de logique causale très simple, qu'on peut tous vérifier. Mais si on veut faire un peu de snobisme, on peut le présenter en logique du premier ordre. Quelle utilité a ça? Alors, sur le plan mathématique, strictement aucune, puisqu'on ajoute des axiomes en plus, et donc on aura un résultat plus faible. Alors qu'on l'avait en logique propositionnelle modale. Dans le système F5, on peut faire plein de variantes. Donc ça n'a aucun intérêt sur le plan scientifique. Quel intérêt ça a? Bah, d'une part, ça donne un petit cachet à tous les gens qui font ça. Donc, ils vont voter pour vous. S'il y a besoin de crédit,
Voilà, et on dira, ah là là, regardez, ça nous intéresse, etc. Et la science, elle est contente quand on s'intéresse à elle. Premièrement. Et deuxièmement, ça permet de faire tourner une machine en logique du premier ordre, donc ça, en logique non propositionnelle. Ouais, je dois allonger la vidéo. Oui, ça permet de faire tourner une machine sur de la logique du premier ordre, sur un truc très simple. Et heureusement, vous voyez, si vous dites, je vais le faire tourner sur un exercice d'école primaire. C'est un peu comme le paradigme quantique qui fait des calculs à 3 qubits et qui additionne 2 et 5 et qui publie un article dans le monde entier en disant on a réussi à faire 2 plus 3 égale 5 avec un ordinateur quantique. C'est exactement le même phénomène sociologique de la science, c'est-à-dire que vous faites tourner une machine en logique du premier ordre sur quelque chose d'un peu inédit, donc une rigolade de Gödel, une plaisanterie de Gödel, ce qui n'est pas pour la technologie, hein, je le redis, pour la technologie, ce qui n'est pas inintéressant. Ça mérite un article. Je suis tout à fait d'accord pour que l'article soit publié. Parce que vous n'avez pas aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un problème non récursivement énumérable, vous n'avez pas de machines efficaces aujourd'hui qui peuvent travailler sur la logique du premier ordre. Et donc, comme les maths se font pas de manière propositionnelle, contrairement justement à ce qu'a fait Gödel pour ce qui concerne Dieu, même modal, faire des maths modalement logique propositionnelle, ça laisse, en théorie, on peut le fabriquer artificiellement puisque la logique linéaire, avec toutes les modalités, hein, on peut pas, avec vraiment toutes les modalités à l'ensemble de ces théorèmes qui n'est pas récursivement, enfin qui n'est pas récursif. L'ensemble des phrases qui sont pas des théorèmes de logique linéaire n'est pas récursivement énumérable. Donc, on pourrait artificiellement, voilà, mais c'est pas ce qui a été décidé. Enfin, et donc, il le fait tourner sur un truc très simple. Il prend un article, il dit que ça valide Gödel. En même temps, la machine, elle a trouvé une contradiction dans le système, ce qui fait que ça fait tout s'écrouler, hein, soit dit en passant. Tout s'écrouler de l'ossature philosophique. Je veux dire, euh, c'est un peu con. Les mecs, ils auraient préféré que la théorie soit pas contradictoire comme ça. Alors, ils ont arrangé les choses, blabla, mais bon, après. Mais l'article est tout à fait légitime. C'est ce qu'on en fait. C'est le titre, c'est les articles de Sciences et Vie qui décollent. Surtout à l'époque actuelle. Vous savez, une espèce de folie furieuse. Il y a le frère de Bolloré, il a écrit toute une arnaque. Il a écrit un contenu sérieux on va dire, de documentaire de ce que fait la science. Mais il l'a entièrement orienté pour dire que ça atteste de l'existence de Dieu. Alors que la science ne s'occupe pas, elle ne peut pas s'en occuper de Dieu. Et puis surtout, la science a justement fait exactement l'inverse, l'opposé. Ça disqualifie pour l'instant par rapport à il y a 100 ans, à contenu scientifique égal, vous êtes beaucoup plus loin de ce que les gens en général, parce que, bon, le fait que Dieu existe, ça n'a pas de sens, donc il n'y a pas besoin de trancher la question. On a une preuve sérieuse, mathématique, il n'y a pas besoin de la vérifier par une machine, elle est suffisamment courte, que la phrase Dieu existe a le même sens que la phrase Dieu n'existe pas. Donc, si vous voulez, quand vous avez deux phrases équivalentes, deux phrases qui sont négation l'une de l'autre équivalente, tout système qui va se mettre à travailler dessus, il va être contradictoire. Alors, il faudra des systèmes artificiellement bridés, enfin, ce sera compliqué, etc. Mais bon, par rapport à ce qu'on entend généralement dans les médias mainstream, si j'ose dire, du prosélytisme religieux qui utilise la science, ils essayent de faire croire que les éléments de la science actuellement en vigueur iraient plus vers l'existence d'un espèce de créateur qu'avant. Mais c'est l'inverse. Justement, je vais prendre un exemple très simple, le principe de Fermat-Stair, le principe de moindre action. Sur le plan abstrait, c'est le principe de moindre action. C'est la minimisation de l'intégrale du Lagrangien. Ça paraissait vraiment être tour de magie. Et puis les mecs, ils ont travaillé, ils ont vu que c'était local, ils ont dit non, c'est moins magique. Et depuis le paradigme quantique, alors certes, le paradigme quantique, il est totalement magique, mais il est totalement anti-religieux en quelque sorte. Euh, c'est expliqué, c'est expliqué. C'est con, con comme je sais plus comment quelle est l'expression. C'est
Voilà. Mais à une époque, il y a quelques siècles, le principe de Fermat, c'est pas assez magique parce que votre photon, il prenait le chemin qui allait lui demander le moins de temps. Mais comment il devinait à l'avance qu'il fallait qu'il l'aille dans l'eau à tel endroit, puis ensuite dans la boue à tel endroit, puis ensuite dans un air, et puis dans le vide, et puis ensuite dans une autre atmosphère avec un gaz spécial, qui ferait que c'est en passant par là qu'il mettrait le moins de temps pour aller à sa cible à l'avance. Comment il savait à l'avance? Vous voyez, c'était magique le principe de Fermat dans son apparence. Vous pouvez googler principe de Fermat, principe de moins d'action. Bon. Je vais pas vous faire les détails. Maintenant on sait. Maintenant on sait, en fait, le foot, il prend pas le meilleur chemin, il les prend tous. Même les chemins les plus rocambolesques, il les prend tous. Simplement, bah, c'est le premier qui arrive. C'est comme les spermatozoïdes et l'ovule, hein. C'est le premier qui arrive qui va faire que qui va faire la réalité. Donc c'est complètement con. Vous avez une infinité de réalités. Le photon prend tous les chemins et le premier qui arrive efface. Enfin, c'est pas qu'il efface les autres, mais c'est qu'il rend une non important. Non, ça compte plus les suivants qui arrivent. Alors forcément, le trajet que vous avez vu, je fais une vulgarisation, hein, mais forcément le trajet que vous avez vu paraît être, mais comment il a fait pour prendre le plus court chemin? Pourquoi il a pas pris les autres? Vous voyez, c'est un peu comme quand vous faites des concours et que vous recrutez que le premier employeur, que celui qui a eu les meilleurs résultats au concours. Et puis, bah, les autres, ils sont pas recrutés. Et donc, dans la construction de la réalité suivante, vous vous demanderez comment quelqu'un a pu être aussi bon. Mais simplement, vous avez mis tout le monde en compétition et vous avez ensuite constaté qui avait marqué le plus de points. Vous avez toute une avancée, si vous voulez, scientifique qui va totalement dans la direction opposée de l'approche religieuse et de l'approche de l'existence d'un créateur tel que le conçoivent les blaireaux du monde religieux, c'est-à-dire, enfin, dans le Coran, il y a carrément un trône porté par des anges, etc. Bon, je veux pas tirer sur l'ambulance, mais voilà. Et donc, dans ce contexte sociologique et politiquement inquiétant, de gens qui essayent de s'approprier la marque de Dieu, et qui, en passant ridiculisent, je rappelle quand même que dans l'islam, ils l'accusent d'être Satan toute la journée. Il se prosterne. L'action de se prosterner, il lui lèche les pieds au grand Seigneur, mais il l'accuse d'être, c'est une insulte pour Dieu de l'appeler Seigneur, de l'appeler dominateur de l'univers, vous vous rendez compte la perversité que les religions, là, je parle de l'islam, mais prête à Dieu. Enfin, c'est un truc de dingue. Et je parle même pas du sacrifice d'Abraham qui est, bon, bref. J'ai fait d'autres vidéos là-dessus. Donc, de ce fait, si vous voulez, cet argument qui consiste comme toutes les maths, la totalité des maths, même dans 1000 ans, ce sera pareil. Vous pouvez faire le pari. Il n'y aura jamais de surprise. Cet article et ces éléments ne changent rien au fait que prouver un théorème de maths, c'est prouver que on a mis la conclusion dans les hypothèses et les maths permettent de le voir. Parce que parfois ça se voit pas. À cause de retournements linguistiques, enfin, de retournements de symboles sur le papier. C'est tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais prendre un exemple très simple, vous allez prouver qu'un truc, il arrive à tout couple XY, quel qu'il soit. Ça va vous prendre un certain nombre de pages avec le jeu des... Or, vous allez ensuite, vous avez un théorème qui vous parle d'un X, et vous dites que ça arrive à tous les X, mais pour vous en rendre compte, ce qui est vraiment évident que ça arrive à tous les couples XY, un autre truc, hein. Et donc, en particulier, ça arrive à tous les couples XX, et avec le jeu des abréviations, au lieu d'écrire XX, vous avez écrit X. Comme on fait on écrit X au carré à la place de X fois X. Eh ben, à la fin, Ouais, à chaque fois, faut que je remette. Et ben, à la fin, le truc, il est plus court. Vous voyez, vous avez écrit X une fois parce qu'il y a un jeu d'abréviation, ce qui fait que une généralité parfaitement évidente, une lapalissade qui comporte la lettre X, la lettre Y et un, va devenir un théorème de maths qui va comporter que la lettre X,
avec des abréviations qui en fait, le truc à l'arrivée, ce sera le truc de départ qui comportait les lettres X, Y, mais dans le cas particulier où Y égale X. C'est-à-dire où vous aurez remplacé toutes les lettres Y par X, et que vous aurez du coup pu faire une abréviation et mettre seulement X. Une fois, vous voyez, au lieu d'écrire 18 212 fois. C'est ça qui se passe. Plus le clonage. Le clonage, c'est peut-être le fait qu'on peut faire une hypothèse une fois et on considère qu'on peut la réutiliser plein de fois dans un raisonnement. Ce qui n'est pas rien, c'est ce qui donne la puissance réelle, en fait, au maths. Donc vous avez, ça changera jamais. Enfin, on va pas dire ça théorème de maths. En plus, c'est évident, c'est un exercice de logique qu'on pourrait donner à des étudiants. Donc et puis vous avez le théorème de complétude de Gödel qui encadre dans tous les sens. Vous voyez, vous pouvez pas renforcer la logique, vous pouvez pas les affaiblir. Toutes les logiques ont aujourd'hui des sémantiques, c'est-à-dire auxquelles on peut attacher un théorème de complétude. Vous pouvez d'ailleurs fonctionner à l'envers, c'est-à-dire prendre des structures dans lesquelles vous avez une opération qui ressemble à un plique, hein, et puis vous dites quelle est la logique de cette structure et vous vous retrouvez avec quelque chose qui est une sous-logique de la logique classique, ça regarde moins l'absurde que la logique classique. En général, c'est le cas exclu qui saute, hein, mais le cas exclu, il entraîne que peu ou prou les valeurs de vérité sont soit le vrai, soit le faux. Enfin, après, je passe les détails. Donc vous avez en fait une impossibilité absolue, c'est le prix à payer pour la certitude formelle en mathématiques, c'est la certitude grammaticale pour les phrases qui sont vraies par construction grammaticale. C'est-à-dire que les règles du langage fait que vous n'avez pas besoin d'être testé dans le réel, puisque vous savez à l'avance qu'ensuite le jeu des connecteurs va faire que ça va vous donner la valeur vraie, quels que soient les constats que vous ferez pour les composants de la phrase. Hein. Une phrase, pour savoir si elle est vraie et fausse, en général, on va voir dans la réalité. On affecte alors des valeurs, ce qu'on appelle les valeurs de vérité à ces composants, qui proviennent de l'extérieur, qui proviennent du constat fait dans la réalité. Ensuite, on fait le calcul algébrique qui, lui, est trivial. C'est un calcul booléen et on obtient une valeur finale pour la phrase. Et les maths, ça vous donne juste la liste des phrases où c'est pas la peine d'aller vérifier dans le réel. Vous savez d'avance que par simple considération algébrique, ça va forcément vous donner vrai à la fin. Alors, vous n'allez pas aller dépenser de l'argent pour faire une expérience. Ok? Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, si Gödel avait prouvé l'existence de Dieu ou même quelque chose qui ressemble, qui puisse être considéré comme sérieux, si vous voulez, et qui ferait qu'il y ait une honnêteté à la fois dans le titre de cet article et dans la campagne de prosélytisme des gens qui le réexploitent. Et sacré Gödel, si vous voyez ça, je peux vous dire que ça va forcément très content. Enfin, je pense que les gens s'en foutent totalement. Ils utilisent son nom, voilà, ils exploitent son nom et ils se demandent pas si lui serait très d'accord pour qu'on fasse ça, de ces activités qui sont en plus dilettantes. Hein. Il s'agit de réseaux de blagues de 3 lignes que n'importe quel logicien aujourd'hui, même moyennement doué, fait au bureau. Enfin, c'est absolument pas, on n'est pas du tout sur des trucs difficiles, compliqués, avec des cogitations. Eh bien, si Gödel avait donc prouvé quelque chose du genre que Dieu existe ou quelque chose qui ressemble avec une nature de fond, d'abord, ça aurait fait un scoop bien plus important que d'aller sur la Lune. Or, que je sache, en 69, tout le monde était devant sa télévision. Alors là, aujourd'hui, c'est tout le monde aurait dans sa chambre un tableau avec la preuve de Gödel. Et ça serait encouragé par les pouvoirs publics, par les sociétés scientifiques. Et ça a vraiment été un tournant dans la science. Mais en plus, on en parlerait à la télé continuellement. Enfin, vous vous rendez pas compte, la Lune à côté du créateur absolu de toute chose, c'est rien. Ok? Donc, si on avait, parce qu'il ne s'agit pas de son existence n'a aucune importance, ça n'a pas de sens, mais s'il y avait un accès mathématique à Dieu, direct ou indirect, par une preuve que Gödel aurait trouvé, mais là, vraiment, ceux qui sont allés sur la Lune, c'est comme des gens qui se filment pour faire un reportage sur les vignes en septembre.
qui vont se balader à Bordeaux et ça, la Lune, une balade sur la Lune à côté, ça paraîtrait comme ça, pas plus. Par ailleurs, ça voudrait dire qu'il y a présent dans les maths par rapport à tout ce que j'ai rappelé avant, ça voudrait dire que c'est le cas particulier d'une évidence. Qui elle est évidente pour tout le monde. C'est une évidence formelle. Vous voyez, c'est un règle de grammaire. Hein. C'est genre x égale x, etc. Eh bien, donc si Gödel avait fait quelque chose qui rapproche, qui donne un accès à une notion de Dieu qui soit sérieux, ça voudrait dire que en dépliant, on aurait donc une évidence parfaite, un truc de la forme A implique A, symbole par symbole, c'est-à-dire graphiquement, structuralement, tout ce que vous voulez, dont le collapse de certaines choses qui n'étaient pas supposées égales dedans, mais en le faisant, ça devient égal, Dieu existe. Mais vous vous rendez compte. Enfin, je vais prendre un autre exemple, le théorème de Noether, qui est le théorème le plus célèbre de la physique pratique, enfin de la physique au sens, c'est le théorème de maths le plus célèbre de la physique. C'est-à-dire c'est pas le théorème de maths le plus célèbre en maths, c'est le théorème de maths qui a littéralement rendu fou les physiciens de voir qu'un tel théorème existait. Vous allez, j'ai fait plusieurs vidéos sur ce compte et sur l'autre. Un jour, j'ai fait une compilation de 2 heures, parce que ce sera, retirer les vidéos et faire une compilation de 2 heures, ce sera peut-être, tu vois, un auteur, il dit que A plus B plus, j'abrège, je documente pas le A, le B, le C, il dit que A plus B plus C égale 0, et ça, c'est le théorème de Schwartz. Plus 3 bricoles, la commutativité de la multiplication, les rondes. Sauf que A plus B plus C égale 0, c'est vide, c'est évident. Et le théorème de Noether, c'est une remarque profonde, profondément physique, profondément inspirée de Noether, qui est que quand on parle de Lagrangien et quand on utilise le principe de moindre action, et quand on suppose des symétries, on a B égale 0 et C égale 0. Et les physiciens ont retenu que dans ces cas-là, parce que c'est ça qui compte pour eux, A égale 0. Et le A égale 0, c'est une constante. C'est une dérivée qui est constante par rapport au temps. Ok. Mais le théorème de Noether, il dit A plus B plus C égale 0. Et la physique et le contexte physique, le contexte professionnel de la physique, les gens qui travaillent toujours disent, nous on bosse, on utilise des Lagrangiens, d'une part, qui ont des propriétés de symétrie, donc C égale 0, et par ailleurs, on leur applique le principe de moindre action, donc B égale 0. Ce qui fait que grâce à Noether, on sait que A égale 0. C'est-à-dire que la dérivée par rapport au temps d'une certaine fonction, soit dit en passant, les deux autres peuvent être considérés aussi comme des dérivées par rapport au temps, et c'est très intéressant, mais apparemment tout le monde s'en bat les cacahuètes, mais peu importe. C'est parce que c'est trop évident, donc les gens s'y intéressent pas. C'est vrai qu'il y a aucune hypothèse à faire pour prouver que A plus B plus C égale 0, donc apparemment, ça enlève l'intérêt. Mais le A égale 0 a intéressé la physique. Et il l'intéresse toujours aujourd'hui, et même refonde tout le fonctionnement des laboratoires de physique. Voilà. Ben, le théorème de Gödel, c'est, si vous voulez, les amusettes de Gödel, c'est qu'il a dit que si vous voulez parler de Dieu, vous avez certains trucs qui peuvent ressembler à B égale 0 et C égale 0. Et donc, ce que font les prosélytes, là, mais c'est pas des physiciens, ils bossent pas, ils construisent pas des fusées, des ascenseurs, etc. Eux, ils retiennent le A égale 0. Alors que le théorème de Gödel dit A plus B plus C égale 0, tout pareil. Et c'est parfaitement évident. Mais par contre, à la différence de Noether, qui elle avait raison de dire attention, messieurs les physiciens, je vous fais remarquer que dans votre contexte, vous bossez avec la nullité de B et C. Là, par contre, les publicitaires, les prosélytes ont tort de dire que dans le monde métaphysique, épistémologique, etc., B égale 0 et C égale 0. Ça, c'est une pure invention de leur part. Par ailleurs, A égale 0, c'est pas vraiment Dieu existe. Donc, oui, bref. J'espère avoir été clair et expliquer pourquoi cet article, en tant qu'article
de carnet de notes de ce qu'a fait la machine est tout à fait légitime pour un logicien. Ça lui permet de justifier que son salaire est mérité et que Sciences et Vie est tout